regardez mon ex, cette pauvre femme. Toujours fauchée, toujours une moins que rien après toutes ces années. Et avec une femme imaginaire, par-dessus le marché. Oh, toujours pauvre, toujours seule. Tu as inventé une femme juste pour sauver la face, Montréal? Ça fait 3 ans maintenant. Tu n'as pas changé, n'est-ce pas? Alors, où est cette mystérieuse épouse? Ou bien existe-t-elle seulement dans ta tête? Elle est en chemin. Bien sûr qu'elle l'est, inventer une musique, un mariage entier. C'est presque triste. Je dirige une entreprise et musique de construction et d'infrastructure. Nous venons de conclure un contrat avec la ville. Elle n'en avait aucune idée. 2 jours plus tôt, l'homme debout devant elle avait signé un contrat d'infrastructure de 412 millions de dollars avec la ville de Chicago. Je m'appelle Montréal Kane. J'ai 42 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à croire en une chose simple. La valeur d'un homme ne réside pas dans ce que les gens disent de lui lors d'une fête, mais dans ce qu'il bâtit quand personne ne le regarde. 20 ans dans la construction m'ont appris cela. Le mariage me l'a appris 2 fois plus durement. Il y a 8 ans, mon ex-femme a quitté notre maison dans le South Side de Chicago avec 2 valises et un regard qui laissait deviner qu'elle était déjà partie bien avant d'avoir bouclé la première. Je ne l'ai pas poursuivie dans Olmsted Street. Je n'ai pas appelé sa famille pour mendier une seconde chance. Je l'ai laissé partir et je suis resté silencieux. Certains confondent le silence avec la défaite. Ce n'est jamais la même chose. Ce qui m'amène à un samedi soir d'octobre, dans la grande salle de bal du Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile sur Michigan Avenue, pour nos retrouvailles de lycée. Les premières auxquelles je prenais la peine d'assister depuis le divorce. J'étais assis près du fond avec un verre d'eau glacée, écoutant le rire de mon ex-femme résonner à travers la salle, comme au bon vieux temps, lorsqu'elle pensait avoir remporté une victoire. « Regardez Montréal là-bas », lança Titilio assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. Toujours ce même air fatigué. 8 ans après le divorce, et l'homme est toujours seul. Certains hommes ne sortent jamais du trou qu'ils creusent eux-mêmes. Ses amis ont ri. Quelqu'un que je ne reconnaissais pas a ajouté. Il ne parlait pas de construire quelque chose de grand, lui? J'imagine qu'il ne reste que son ego et une ceinture à outils. Je n'ai pas répondu. J'ai juste observé. Et voici ce que personne dans cette salle ne savait encore. Ce sur quoi je veux que vous réfléchissiez un instant avant d'aller plus loin. 2 jours avant ces retrouvailles, mon équipe juridique avait envoyé les documents finaux d'un contrat d'infrastructure de 412 millions de dollars avec la ville de Chicago. 18 mois de travail aboutissant à une dernière signature. Mon nom figurait sur ces papiers. Pas le nom d'une entreprise, le mien. Titilio ne le savait pas. Mais il se passait une seconde chose dans cette salle ce soir-là. Quelque chose que je ne comprenais pas encore tout à fait. Un homme debout à côté de mon ex-femme ne cessait de jeter des coups d'œil à ma montre au lieu de mon visage. Pas par admiration, mais pour l'évaluer, comme s'il essayait de résoudre un problème mathématique dont il ne voulait que personne ne sache qu'il travaillait dessus. Avant d'entrer dans l'histoire, je veux que vous vous souveniez de ce que ma grand-mère disait sur son porche de la 79e rue, se balançant dans cette vieille chaise qui grinçait depuis l'époque d'Eisenhower. Bébé, les gens qui parlent le plus fort de tes échecs sont généralement ceux qui ont le plus peur que tu ne leur prouves qu'ils ont tort. Elle avait raison sur beaucoup de choses. Elle avait raison à ce sujet. Laissez-moi vous ramener 2 jours plus tôt, à un moment plus calme, car c'est là que cette histoire commence vraiment. C'était un jeudi gris à Chicago, ce genre de ciel qui n'arrive pas à décider s'il veut pleurer. J'étais dans mon camion sur Lakeshore Drive, mon café refroidissant dans le porte-gobelet, quand l'invitation a vibré sur mon téléphone. Mon ancienne amie, Esh, avait été celle qui m'avait poussé à y aller. Tu as passé 8 ans à reconstruire ta vie en silence, Montréal, m'avait-elle dit au téléphone, sur ce ton pragmatique qu'elle avait depuis la seconde. Va à ces retrouvailles, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais juste pour fermer la porte correctement. J'ai failli dire non. J'avais bâti une vie bonne et paisible, une maison dans le Gold Coast, une femme qui m'aimait, solide et sûre, un travail qui comptait. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Titilio pour me sentir homme. Mais quelque chose en moi voulait retourner dans cette salle une fois, non pas comme l'homme qui était parti brisé, mais simplement comme moi-même. Alors, ce samedi soir, j'ai enfilé un costume gris anthracite sobre. Pas d'éclat, pas de prétention. Je suis allée au Marriott seule. Esh avait une réunion du conseil d'administration d'une fondation qui s'éternisait. Elle dirige un fonds éducatif pour les enfants des South et West Side, un travail qui lui tient plus à cœur que n'importe quel gala aux retrouvailles, et elle m'avait dit qu'elle me rejoindrait là-bas. Le hall du Marriott sentait les fleurs fraîches et le café coûteux. Un trio de jazz jouait doucement près des ascenseurs,
quelque chose de lent et cuivré qui donnait l'impression que tout l'endroit retenait son souffle avant un spectacle. Dehors, la pluie avait commencé à frapper doucement contre les vitres surplombant Michigan Avenue, les lumières de la rue se mélangeant en reflets dorés et rouges sur la chaussée mouillée. J'ai redressé ma veste dans le miroir de l'ascenseur, pris une longue inspiration et me suis rappelé pourquoi j'étais venue. Pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour fermer une porte restée entr'ouverte pendant 8 longues années. Je suis entrée dans cette salle de bal sous les lustres dorés et le jazz feutré, et le premier visage que j'ai vu fut celui de Titilio. Elle m'a souri, de cette manière dont les gens sourient quand ils pensent avoir déjà gagné. « Eh bien, regardez qui a décidé de se montrer », dit-elle en se rapprochant, un verre à la main, sa voix juste assez forte pour la pièce. « Toujours seule, Montréal, où es-tu toujours en train de balancer un marteau pour gagner ta vie, en espérant que quelqu'un te remarque ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Calme, posé. « Non. » ai-je dit. « Je suis mariée. » Pendant une seconde entière, tout le groupe d'anciens camarades autour d'elle s'est tu. Puis, Titilio a ri. Un grand rire théâtral, le genre destiné à convaincre une salle avant même de convaincre la personne qui rit. Personne dans cette salle ne me croyait encore. Ils n'avaient aucune idée à quel point ils étaient sur le point d'avoir tort, et à quelle vitesse. Si vous êtes déjà retourné dans une salle pleine de gens qui vous avaient enterré, restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite est ce que personne n'avait vu venir. Titilio rejeta la tête en arrière et rit encore plus fort. Mariée ? C'est une bonne blague, Montréal. Vraiment. Elle se tourna vers le cercle d'anciens camarades rassemblés autour d'elle comme si elle avait besoin de témoins pour la suite. Vous entendez ça ? Montréal dit qu'il est marié. Un homme qui n'a pas pu bâtir une vie stable en 8 ans a soudainement une femme dont personne n'a jamais entendu parler. J'ai gardé ma voix égale. Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans ? Répéta-t-elle comme si les mots avaient un goût étrange dans sa bouche. Et où est cette mystérieuse épouse ce soir ? À la maison ? Ou peut-être qu'elle n'existe pas en dehors de ta tête. Debout à côté d'elle se trouvait un homme que je ne reconnaissais pas. Grand, soigné au millimètre près, un costume qui coûtait plus cher qu'il ne lui allait bien. Corbin. J'allais bientôt apprendre son nom. Ce que j'ai remarqué en premier, ce n'était pas son visage. C'étaient ses yeux. Il ne cessait de tomber sur mon poignet, sur la simple montre en acier que je portais tous les jours depuis 6 ans, celle qui appartenait à mon père. Il ne la regardait pas comme un homme regarde quelque chose qui lui plaît. Il la regardait comme un homme regarde un chiffre qu'il essaie de calculer. Elle termine une réunion, ai-je dit simplement. Elle sera bientôt là. Titilio a agité la main comme si elle chassait une mouche. Toujours rien. Montréal, toujours pauvre, toujours seul, même si tu as inventé quelqu'un pour s'asseoir à côté de toi ce soir. J'ai laissé cela retomber et me traverser sans y prendre racine. La colère est une mauvaise locataire. Si vous la laissez rester trop longtemps, elle arrête de payer le loyer et commence à démolir les murs. Je l'avais appris à mes dépens. Parce qu'en vérité, les mots de Titilio m'ont traîné là où je ne m'étais pas autorisée à aller depuis des années. Je me souviens d'une nuit dans le South Side, la pluie tombant si fort qu'elle rebondissait sur le trottoir devant un centre de conférence. J'étais là, sous une fine veste, trempée jusqu'aux os, attendant que Titilio termine un événement de réseautage pour un programme de certification qu'elle voulait désespérément. J'avais vendu la caisse d'outils de mon grand-père 2 semaines plus tôt, les bonnes, celles en acier que j'avais utilisées pour financer mes premiers emplois dans la construction, juste pour qu'elle puisse payer les frais d'inscription. Je ne lui avais jamais dit d'où venait l'argent. Je n'avais pas besoin de sa gratitude. J'avais besoin qu'elle ait une chance d'obtenir quelque chose de mieux. Quand elle est enfin sortie ce soir-là et qu'elle m'a vu trempée jusqu'aux os, elle ne m'a pas dit merci. Elle m'a regardé comme si j'étais un désagrément et a dit « Pourquoi as-tu l'air si pathétique en ce moment ?» Je n'ai rien dit à l'époque. Je n'ai rien dit pendant la majeure partie de ce mariage, la plupart des soirs. Je pensais que le silence était de la patience. Je sais mieux aujourd'hui. Il y a eu d'autres nuits comme celle-là, plus petites en taille, mais non en poids. L'année où j'ai enchaîné les doubles services sur une rénovation d'entrepôt à Bridgeport juste pour couvrir l'acompte du cadeau de mariage de sa sœur, alors qu'elle disait à sa mère que c'était son idée et son argent. Ce Thanksgiving, j'ai fait 4 heures de route aller-retour pour réparer gratuitement le chauffe-eau de son cousin parce que ça donnait une bonne image à la famille. Et je suis rentrée chez moi pour trouver une assiette froide sur le comptoir et une porte de chambre fermée. Rien de tout cela n'avait ressemblé à un sacrifice à l'époque. Cela ressemblait à de l'amour, la seule façon dont je savais l'exprimer.
Je comprends maintenant qu'un homme peut verser tout son être dans une tasse dont quelqu'un d'autre a déjà décidé de ne pas boire. Corbin se pencha vers Titilio et murmura quelque chose que je ne pus pas tout à fait entendre, ses yeux jetant un coup d'œil vers moi. Un regard furtif et calculateur, parti aussi vite qu'il était venu. Titilio ne sembla pas le remarquer. Elle était trop occupée à jouer la comédie pour un public qui perdait lentement tout intérêt. Ma femme avait une réunion tardive au centre-ville, ai-je répété, posément. Elle sera bientôt là. Bien sûr qu'elle le sera, dit Titilio en levant les yeux au ciel vers ses amis pour obtenir leur approbation. Une femme imaginaire entière. C'est presque triste, Montréal. J'ai vérifié l'heure. La réunion d'Esch aurait dû se terminer il y a 20 minutes. Titilio venait de humilier un homme devant toute une salle de bal à cause d'une femme dont elle était certaine qu'elle n'existait pas. Titilio se tourna vers moi, enhardi par le rire de ses amis. Tu sais quelle est la partie la plus triste ? Tu as vraiment cru que tu deviendrais quelqu'un. Tous ces discours à l'école sur le fait de construire quelque chose de réel. Et regarde-toi. Même costume fatigué, même visage fatigué. Certains hommes n'ont simplement pas ça en eux. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à croire que si je travaillais assez dur, assez longtemps, assez silencieusement, elle finirait par me voir. J'ai pensé à l'homme que j'étais autrefois, debout devant ce centre de conférence sous la pluie, croyant que sa valeur était quelque chose qu'il devait gagner, une nuit trempée et silencieuse à la fois. Je n'étais plus cet homme. Ça faisait longtemps que je ne l'étais plus. Titilio n'avait tout simplement pas reçu la note. Il y a un épuisement particulier qui vient du fait d'être sous-estimé par quelqu'un pendant tant d'années que cela finit par ressembler à la météo. Quelque chose sous lequel on vit simplement au lieu d'être quelque chose qu'on combat. J'avais arrêté de le combattre depuis longtemps. Non pas parce que j'avais abandonné, mais parce que j'avais trouvé mieux où dépenser mon énergie, construire une vie si stable et si silencieuse qu'elle n'avait plus besoin de la croyance de personne pour tenir debout. Les mots de Titilio ce soir-là ne m'ont pas blessé comme ils auraient pu le faire 8 ans plus tôt. Ils m'ont juste montré clairement à quel point peu de choses avaient changé de son côté de la salle alors que tout avait changé du mien. Tu devrais ralentir, ai-je dit doucement. Pas par méchanceté, juste par constat. Tu es sur le point de dire quelque chose que tu ne pourras pas retirer. Elle rit à nouveau, mais cette fois-ci, il y avait de l'amertume, un éclair d'incertitude traversant ses yeux juste une seconde avant que sa performance ne reprenne le dessus. Ralentir ? dit-elle. Montréal, je n'ai absolument aucune raison de ralentir. J'ai une vie accomplie. J'ai Corbin. Elle a attrapé son bras, l'attirant à moitié d'un pas, le présentant comme une pièce de musée. Et toi, qu'as-tu ? Une ceinture à outils et une femme imaginaire. Derrière elle, j'ai remarqué une femme que je reconnaissais de notre dernière année. Jandée, le regard aiguisé, calme, le genre de personne qui ne parlait jamais jusqu'à ce qu'elle ait quelque chose qui vaille la peine d'être dit, observant tout l'échange, les bras croisés et la mâchoire serrée. À l'époque du lycée, c'était elle qui vous disait la vérité sur votre projet de science, même quand tout le monde disait que c'était bien. De nos jours, elle travaillait dans l'audit de conformité pour un cabinet qui gérait la vérification des fournisseurs sur les contrats municipaux. Le genre de travail qui signifiait qu'elle remarquait les détails que la plupart des gens ne pensaient jamais à chercher. Certaines choses chez une personne ne changent pas avec les années. J'étais reconnaissant à ce moment-là que ce soit l'une d'entre elles. Elle a croisé mon regard à travers la pièce. Elle n'a pas souri. Elle a fait le plus petit signe de tête, comme si elle savait déjà quelque chose que le reste de la salle ignorait. J'ai pensé à la voix d'Esch au téléphone 2 jours plus tôt me disant d'aller fermer la porte correctement. Je n'avais pas compris, debout dans mon camion sur Lakeshore Drive, combien de portes dans cette salle de bal allaient s'ouvrir en même temps. Certaines portes, une fois que vous les franchissez, ne se ferment pas doucement derrière vous. Elles se dégondent complètement. Quelque part près de l'entrée, j'ai entendu le murmure sourd d'une porte qui s'ouvre, des pas sur le marbre, et un changement dans l'air de la pièce. Le genre particulier de silence qui tombe sur une foule juste avant qu'elle ne se tourne pour faire face à quelque chose. Titilio ne l'avait pas encore entendu. Elle parlait toujours, riait toujours certaine que le sol sous ses pieds était solide. Il ne l'était pas. Plus maintenant. Quelqu'un venait de franchir cette porte, et toute la soirée de Titilio était sur le point de changer à cause de cela. Les portes au bout de la salle de bal se sont ouvertes complètement, et le jazz feutré a semblé baisser d'un ton, la façon dont une salle réagit quand elle décide, sans qu'on le lui dise, que quelque chose d'important vient d'entrer. Esch. Elle portait une robe bleu nuit profonde, ses boucles relevées haut,
traversant cette salle de bal comme les gens le font quand ils n'ont jamais eu besoin de la permission de la pièce pour y avoir leur place. Les têtes se sont tournées. Une femme près du bar a murmuré à son amie assez fort pour que je l'entende. Est-ce que c'est Kane, celle qui dirige le fonds éducatif pour les écoles du South et West Side? Titilio s'est tourné pour voir ce que tout le monde regardait. J'ai vu la couleur quitter lentement son visage. Ash a traversé la pièce directement vers moi, a pris ma main dans les siennes et a déposé un baiser sur ma joue devant tout le monde. « Désolée d'être en retard, bébé », a-t-elle dit, chaleureuse et sans précipitation. Cette réunion a duré longtemps. La cruauté de Titilio ce soir-là n'avait jamais vraiment été à mon sujet. C'était une assurance contre une peur qu'elle portait depuis la fin de notre mariage. Celle que troquer un homme loyal contre un statut social était la pire décision de sa vie. Et elle avait besoin d'une salle pleine de témoins pour l'aider à croire le contraire. Se moquer de moi bruyamment devant des gens qui se souvenaient encore de notre mariage n'était pas de la confiance. C'était une performance pour elle-même autant que pour quiconque regardait. Ash franchissant cette porte n'était pas juste une surprise pour elle. C'était la peur exacte devant laquelle elle courait depuis 8 ans. Elle l'avait enfin rattrapée dans la seule pièce qu'elle ne pouvait pas quitter. La bouche de Titilio s'est ouverte, puis s'est refermée. Quand elle a enfin parlé, sa voix avait perdu son tranchant. « Oh, donc tu es la femme de Montréal. » Avant qu'Ash ne réponde, elle s'est penchée assez près pour que seul moi puisse l'entendre. « Jandé m'a appelé en venant », a-t-elle murmuré. Elle est là, et je viens de recevoir la notification. Le contrat d'infrastructure a été conclu cet après-midi. Cette dernière signature est enfin passée. 412 millions. C'est fait. J'ai senti cela atterrir doucement et fermement dans ma poitrine, comme le font les bonnes nouvelles quand vous avez cessé d'avoir besoin qu'elles prouvent quoi que ce soit à quiconque, sauf à vous-même. Ash s'est redressé, s'est tourné vers Titilio et a répondu directement à sa question. Sans aucune performance. Oui, je suis sa femme, et je suis très fière de mon mari. Ma femme. Pas une rumeur, pas une invention, debout juste là, dans une salle qui avait passé les 20 dernières minutes à la qualifier d'imaginaire. La salle était devenue presque silencieuse. À quelques mètres, le verre de champagne de quelqu'un flottait à mi-chemin de sa bouche, oublié. Titilio a essayé de se reprendre, forçant un rire qui est sorti mince et peu convaincant. Eh bien, c'est merveilleux. Je ne savais pas que Montréal avait. Elle s'est arrêtée, m'a regardé, puis est revenue vers Ash. Quelqu'un comme vous. La plupart des gens ne prennent pas le temps de découvrir ce que quelqu'un possède réellement, a dit Ash. Toujours calme, toujours chaleureuse. Aucune méchanceté là-dedans, juste un fait. J'ai pensé, en restant là, à la première fois que j'avais rencontré Ash, il y a 3 ans et demi, lors d'une collecte de fonds communautaires à Bronzeville, où elle écrivait tranquillement des chèques que personne ne lui avait demandé d'écrire et réglait des problèmes que personne ne lui avait demandé de régler. Elle ne savait pas qui j'étais ce soir-là non plus. Elle m'avait simplement regardé aider un homme âgé à transporter des chaises pliantes vers un placard après la fin de l'événement, bien après que quiconque ayant quelque chose à prouver serait déjà rentré chez soi. Et elle avait dit, la plupart des hommes partent une fois que les caméras s'éteignent. Je lui ai dit que je n'étais pas la plupart des hommes. Elle a dit qu'elle le croirait quand elle le verrait prouver au fil du temps, pas en une nuit. Il a fallu 2 ans de mardis réguliers et banals pour qu'elle le croie enfin. C'est ce que personne dans cette salle de bal ne comprenait à propos de nous deux. Nous n'avions pas bâti ce que nous avions sur un seul grand geste. Nous l'avions bâti comme j'avais bâti tout le reste dans ma vie. Un jour honnête à la fois, sans que personne ne regarde, jusqu'à ce que, finalement, quelqu'un le fasse. J'ai vu quelque chose bouger derrière les yeux de Titilio. Pas encore une compréhension totale, mais la première fissure dans la fondation. Elle m'a regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois en 8 ans, et je pouvais la voir calculer des chiffres auxquels elle n'avait pas accès. Le costume sur mesure qui n'était pas voyant, mais pas bon marché non plus. La montre que Corbin continuait de lorgner, la femme debout à côté de moi, que la moitié de la salle reconnaissait instantanément. Donc, a dit Titilio prudemment, testant le terrain. Que fais-tu exactement maintenant, Montréal? Toujours dans la construction? Je dirige une entreprise de construction et d'infrastructure, ai-je dit simplement. Nous venons de conclure un contrat avec la ville. Je n'ai pas dit le chiffre. Je n'en avais pas besoin. Certaines vérités n'ont pas besoin de volume. Elles ont juste besoin de temps pour être assimilées. Corbin a déplacé son poids à côté de Titilio, et pour la première fois de toute la soirée, il a semblé vraiment mal à l'aise.
Il avait passé toute la soirée à m'évaluer comme un problème à résoudre. Et maintenant, les mathématiques ne correspondaient pas à ce qu'il attendait. Un homme qui lit les autres pour vivre, quel que soit le travail qu'il faisait réellement, connaît le moment exact où une salle se retourne contre lui. Corbin le savait. Il n'était juste pas prêt à l'admettre encore. Il s'est penché vers Titilio et a dit quelque chose de bas juste pour elle, mais j'en ai attrapé la fin. Pas dit qu'il avait vraiment de l'argent. Titilio lui a jeté un regard acéré, un avertissement silencieux de baisser la voix, mais il était trop tard. J'en avais entendu assez pour comprendre que, quoi que Corbin lui ait promis, cela n'avait jamais pris en compte la possibilité que je puisse être celui qui se tenait le plus droit à la fin de la soirée. C'est super, a dit Titilio, sa voix montant d'une octave. Vraiment super, Montréal. Je suis heureuse pour toi. Elle n'avait pas l'air heureuse. Elle ressemblait à une femme regardant le sol s'incliner lentement sous ses talons. J'ai pensé à la version de moi-même qui avait l'habitude de se tenir dans des salles comme celle-ci, attendant exactement ce genre de validation. Le moment où quelqu'un avait enfin l'air impressionné. J'avais l'habitude de penser que ce moment ressemblerait à une victoire. Ce n'était pas le cas. Cela ne ressemblait à rien du tout, ce qui était une forme de liberté en soi. La main d'Esh est restée chaude dans la mienne. À l'autre bout de la salle, Jandé observait toujours, les bras croisés, attendant quelque chose. Je ne savais pas encore exactement ce qu'elle savait. Je savais seulement, à l'expression de son visage, que la soirée de Titilio était loin d'être terminée. Tu sais, a dit Titilio en essayant de se stabiliser, forçant à nouveau de la gaieté dans sa voix. Nous devrions tous reprendre contact correctement. Corbin et moi serions ravis d'en savoir plus sur l'entreprise, n'est-ce pas, Corbin ? Corbin n'a pas répondu tout de suite. Il me regardait toujours comme un homme regarde une porte dont il soupçonne qu'elle est sur le point de s'ouvrir sur quelque chose qu'il ne veut pas voir franchi. J'ai regardé Titilio et, juste un instant, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à de la pitié. Non pas pour la femme qui s'était moquée de moi 20 minutes plus tôt, mais pour la version d'elle-même qui n'avait toujours pas réalisé à quel point ce moment allait devenir plus grand. Elle avait passé toute la soirée à construire une histoire sur la distance que j'avais parcourue vers le bas. Et elle cherchait encore, même maintenant, un moyen de rendre cette histoire vraie. C'est une chose étrange de regarder quelqu'un s'accrocher à une version de vous qui a cessé d'exister il y a des années. La façon dont une personne continue d'atteindre un interrupteur dans une pièce dont elle ne réalise pas qu'elle a déjà été rénovée. Elle ne sait toujours pas combien de choses elle ignore. J'ai pensé. Un serveur est passé avec un plateau de champagne, et quelque part derrière moi, j'ai entendu quelqu'un murmurer le nom du fonds de bourse d'études de notre ancien lycée. Celui que j'avais financé tranquillement pendant 6 ans. Celui que personne dans cette salle, y compris Titilio, n'avait jamais lié à mon nom. Jandé l'avait entendu aussi. Elle m'a jeté un regard, une fois, comme si elle demandait la permission. Je lui ai fait le plus petit signe de tête en retour. Quoi qu'elle soit sur le point de dire, la soirée de Titilio était sur le point de devenir beaucoup plus difficile. Elle pensait que le plus dur de la soirée était déjà derrière elle. Elle n'avait aucune idée que cela n'avait même pas encore commencé. Jandé n'a pas attendu d'invitation. Elle a traversé la salle avec la démarche régulière et sans hâte de quelqu'un qui attendait depuis des années le bon moment pour dire quelque chose à haute voix. « Titilio », a-t-elle dit, sa voix portant, propre et claire, à travers le cercle des spectateurs. « C'est assez. » Titilio a cligné des yeux, prise au dépourvu. « Jandé, cela ne te concerne pas. Ça me concerne, en fait. » Les bras de Jandé restaient croisés, son ton égal, inébranlable. Parce que certains d'entre nous savent depuis des années exactement quel genre d'homme est Montréal, et nous t'avons vu construire toute une soirée autour de l'idée de prétendre le contraire. Elle a fait une pause, laissant la salle s'installer dans un silence complet. Ce que la plupart des gens dans cette salle de bal ignorent, c'est que, depuis 6 ans, Montréal finance silencieusement toute la dotation des bourses d'études de notre ancien lycée. Chacun de ces enfants boursiers pour qui vous avez tous applaudi lors des dîners des anciens élèves, c'est lui. Il n'a jamais mis son nom sur une plaque. Il ne l'a jamais dit à personne, pas même à moi. Je l'ai découvert par accident en consultant les documents du fonds au printemps dernier. Une onde a parcouru la foule, les têtes se tournant, les voix baissant en murmures. Quelqu'un près du fond a dit « Attends, c'était Montréal tout ce temps ?» Montréal a senti quelque chose se tendre et se relâcher dans sa poitrine en même temps. Il a pensé au premier chèque qu'il avait écrit 6 ans plus tôt, seul à sa table de cuisine après minuit, se disant qu'il n'avait pas besoin que son nom soit attaché à celui-ci pour que cela compte.
Il avait attendu de la fierté en l'entendant dit à haute voix devant une salle. Au lieu de cela, il s'est senti étrangement exposé, comme une porte qu'il avait gardée verrouillée par habitude s'était ouverte sans sa permission. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance. Il ne l'avait jamais fait. Le visage de Titilio était devenu pâle, sa bouche légèrement ouverte. Aucune répartie prête. Jandé n'avait pas fini. Elle s'est tournée délibérément vers Corbin. « Et toi ?» a-t-elle dit. « Tu ferais peut-être mieux de rester tranquille pour cette prochaine partie, car je sais exactement ce que tu as essayé de faire à l'entreprise de Montréal il y a 2 ans. L'offre de sous-traitance falsifiée. La paperasse fictive acheminée par un compte de vendeurs fantômes pour essayer d'écrémer un projet municipal. Ça n'a pas fonctionné parce que l'équipe de Montréal l'a détecté avant que cela n'aille nulle part, mais je n'ai aucun doute que Titilio était au courant. N'est-ce pas, Titilio ? Tu l'as couvert. » La couleur a quitté le visage de Titilio entièrement. Elle s'est tournée vers Corbin, sa voix se brisant. « Tu m'avais dit que c'était un malentendu. Tu as dit. »« Ne fais pas ça, » a dit Corbin catégoriquement, reculant d'un demi-pas, se distanciant en temps réel. « Ne fais pas en sorte que cela soit à mon sujet en ce moment. » Sa main s'était resserrée autour de son verre, les jointures pâles contre le cristal, l'aisance pratiquée glissant de son visage pendant juste une demi-seconde, remplacée par quelque chose de plus froid et de plus calculateur. C'était le même regard qu'il avait porté toute la soirée en étudiant la montre de Montréal. Un homme calculant les chiffres d'une sortie, pas d'une excuse. Une femme près de la table à punch a murmuré à son mari. Je me suis toujours demandé comment Corbin pouvait se payer ce condo avec rien d'autre que des honoraires de consultant. Les nouvelles voyagent vite dans une salle qui a déjà décidé d'arrêter d'être polie. Esh est apparue à mon coude au milieu de tout cela, ayant traversé la pièce dès que les choses ont commencé à s'effondrer. Elle n'a rien dit tout de suite, est restée là, les bras croisés, observant Titilio comme on observerait une météo qui arrive, que l'on avait déjà prédite des années auparavant. « Je t'avais dit que fermer la porte correctement pourrait dégonder la porte », a-t-elle murmuré, assez bas pour que je sois le seul à entendre. J'ai failli rire. Presque. Titilio, toujours sous le choc, s'est tourné vers le petit cercle d'anciens camarades qui l'avaient incité toute la soirée, cherchant sur leur visage le même rire qu'il avait soutenu 20 minutes plus tôt. Elle n'en a trouvé aucun. Quelques-uns d'entre eux avaient déjà commencé à dériver vers le bar, soudain très intéressés par le fait de rafraîchir leur verre. Corbin qui prenait ses distances n'était pas seulement une trahison. Cela confirmait la seule peur que Titilio n'avait jamais dite à haute voix, pas même à elle-même, qu'elle avait laissé derrière elle une loyauté réelle pour un homme qui n'avait en fait jamais été loyal envers autre chose que son propre confort. Son désir le plus profond avait toujours été simple, ne plus jamais se sentir comme la femme debout sous la pluie, attendant que l'ambition de quelqu'un d'autre la remarque. Mais choisir le statut plutôt que la substance signifiait défendre un homme qui, à la seconde où la salle se retournerait contre lui, ne la défendrait pas en retour. Cette contradiction est ce qui l'a brisée devant tout le monde. Non pas l'accusation elle-même, mais la preuve qu'elle avait construit toute sa seconde chance sur exactement le genre d'abandon auquel elle pensait avoir échappé. Titilio s'est tourné vers moi une dernière fois, sa voix se brisant en quelque chose de brut et non gardé. « Montréal, tu étais au courant pour ça, pour le stratagème de Corbin, et tu n'as rien dit. »« Je savais, ai-je dit doucement. Mon équipe juridique l'a détecté. Nous avons géré cela sans avoir besoin de faire de scène. » Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois en 8 ans. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Esh a répondu avant que je ne puisse, sa voix calme mais indéniablement ferme. « Parce qu'il y a autre chose que tu devrais savoir, Titilio. Montréal était au courant pour toi et Corbin bien avant que le divorce ne soit déposé. Des années avant. » La pièce est devenue assez silencieuse pour que je puisse entendre la glace bouger dans le verre de quelqu'un à 3 pieds de distance. Les yeux de Titilio se sont écarquillés, puis remplis, son calme se brisant enfin complètement. « Tu savais tout ce temps ?» J'ai hoché la tête une fois. Je savais. « Alors pourquoi n'as-tu rien dit ? Pourquoi as-tu laissé faire ? » Parce que pendant longtemps, ai-je dit, ma voix stable, sans colère, juste une vérité simple, j'ai pensé que si je restais assez silencieux, si je travaillais assez dur, tu finirais par me choisir par toi-même. Je ne voulais pas forcer les choses. Je voulais que tu me voies. J'ai fait une pause. Tu ne l'as jamais fait. Et finalement, j'ai arrêté d'avoir besoin que tu le fasses. Titilio s'est tourné vers Corbin une dernière fois, sa voix se brisant en quelque chose de brut. Tu m'avais dit que tu m'offrirais la vie que Montréal ne pourrait jamais m'offrir.
Tu as dit que je n'aurais plus jamais à m'inquiéter. Qu'est-il arrivé à tout ça? Corbin la regardait avec quelque chose qui se rapprochait du mépris. Ne mets pas ça sur mon dos en ce moment. Ne le mets pas sur ton dos? Sa voix a craqué plus fort maintenant, au-delà du point de se soucier de qui entendait. J'ai menti pour toi. J'ai dit à ma propre mère que ce condo était légitime. J'ai dit à tout le monde dans cette salle ce soir que tu étais le meilleur choix. Elle tremblait maintenant, la flûte de champagne dans sa main tremblant si fort qu'un peu a débordé sur son poignet. Elle n'a pas semblé le remarquer. Corbin a redressé sa veste, déjà à moitié partie dans son esprit, sinon encore dans ses pieds. Ça ressemble à un problème de ton côté, Titilio. Quelque part derrière moi, j'ai entendu quelqu'un murmurer, sans méchanceté, Seigneur, aie pitié. La façon dont les personnes âgées font quand elles viennent d'assister à une collision au ralenti qu'elles ont vu venir de loin. La foule autour d'eux s'était considérablement éclaircie. Les gens reculant silencieusement, dérivant loin du naufrage, personne ne voulant être debout trop près quand le reste s'effondrerait. Quelques-uns des anciens camarades qui avaient ri le plus fort 20 minutes plus tôt étudiaient maintenant leurs chaussures, leurs verres ou le vide, n'importe où sauf le visage de Titilio. Je suis resté là avec la main de ma femme dans la mienne et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir à ce moment-là. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste une sorte de tranquillité calme et posée. Le sentiment d'une porte se fermant enfin complètement après avoir été laissée entr'ouverte pendant 8 longues années. J'ai pensé à toutes les nuits où j'avais imaginé ce moment différemment. Imaginé me dire quelque chose de cinglant, quelque chose qui atterrirait de la manière dont ces mots avaient l'habitude d'atterrir sur moi. Debout dans cette salle de bal, les mots ne sont jamais venus. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas qu'ils viennent. Il existe une version de la justice qui crie, et une version qui reste simplement debout pendant que la vérité fait le travail pour vous. J'avais passé 8 ans à apprendre la différence. Titilio ne me regardait plus. Elle regardait le naufrage de sa propre soirée, dispersé sur le sol en marbre d'une salle de bal sur Michigan Avenue, devant tout le monde qu'elle avait voulu si désespérément impressionner. Jandé s'est reculé à mes côtés pour un moment, sa voix basse, juste pour nous. J'aurais probablement dû dire quelque chose il y a des années. Tu l'as dit exactement quand il fallait le dire, lui ai-je dit. Pas une minute avant. Ai-je a serré mon épaule une fois, un petit geste sans parole qui en disait plus long qu'aucun discours ne pourrait le faire. Certaines amitiés n'ont pas besoin de beaucoup, a-t-elle dit à haute voix. Elles ont juste besoin de quelqu'un debout à côté de vous quand le sol bouge. Je n'ai pas ressenti le besoin de dire autre chose à Titilio. Il ne restait rien à prouver. Et pour la première fois depuis longtemps, cela semblait suffisant. Titilio était entrée dans cette salle de bal certaine de savoir exactement qui avait perdu et qui avait gagné. Elle était sur le point de passer le reste de la soirée à apprendre à quel point elle avait eu tort. Je n'ai pas attendu le reste pour voir comment cela se jouerait. Je me suis tourné vers Esh et sans qu'un mot ne passe entre nous, nous avons tous deux compris qu'il était temps d'y aller. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Titilio, plus fine maintenant, dépouillée de chaque once de performance qu'elle avait portée toute la soirée. Montréal, attends. S'il te plaît, attends juste une seconde. Je ne me suis pas retourné. Nous sommes sortis du Chicago Marriott Downtown Magnificent Smile dans une nuit claire d'octobre. Michigan Avenue calme, sauf pour le taxi occasionnel passant devant et le vent venant doucement du lac. J'ai ouvert la portière de la voiture pour Esh comme je le fais toujours, et nous avons roulé vers le nord le long du Magnificent Smile, devant les vitrines brillant d'or à la lumière du soir, vers la maison dans le Gold Coast. Aucun de nous n'a parlé pendant quelques pâtés de maison. J'ai gardé les deux mains stables sur le volant, regardant les vitrines illuminées défiler. Une boulangerie fermant pour la nuit. Un portier sous un auvent vérifiant son téléphone. Chicago ordinaire vivant sa soirée ordinaire, tout à fait inconsciente de ce qui venait de se passer à 3 pâtés de maison au sud. Il y a quelque chose d'ancrant dans une ville qui continue de bouger, peu importe ce qui vient de s'effondrer ou de s'assembler à l'intérieur de l'une de ces salles de bal. J'ai pensé à son père, un électricien à la retraite qui avait passé 30 ans à câbler des maisons dans le West Side avant que ses genoux ne le lâchent finalement. Elle m'avait dit une fois, au début, qu'elle ne s'était pas éprise de moi malgré la ceinture à outils. Elle s'était éprise de moi à cause d'elle, parce qu'elle avait grandi en regardant un homme rentrer à la maison avec des mains calleuses et appeler cela une bonne journée de travail. Ce n'était pas de la nostalgie quand elle l'a dit. C'était de la reconnaissance. Esh a finalement rompu le silence, sa main reposant légèrement sur mon bras. Tu ne m'as jamais raconté toute l'histoire, a-t-elle dit. À propos du fait de connaître l'existence du cahier.
Je lui ai jeté un coup d'œil. Quel cahier! Celui dans le tiroir du bas de ton ancien bureau, a-t-elle dit doucement. Je l'ai trouvé il y a 2 ans en nettoyant le bureau. Des pages et des pages de choses que Titilio te disait. Chaque insulte, chaque rabaissement. Daté, presque comme si tu tenais des archives. Elle a fait une pause. Je n'en ai jamais parlé. Je n'étais pas en colère. Je ne comprenais tout simplement pas. Pas avant ce soir. J'ai gardé les yeux sur la route un moment avant de répondre. Je ne le gardais pas pour l'utiliser contre elle. Je le gardais pour ne pas oublier qui j'avais laissé me définir. J'ai expiré lentement. Chaque fois que je pensais abandonner, je lisais une page, non pas pour la piqûre, mais pour le rappel. Plus jamais. Je pouvais encore me souvenir du poids exact de ce cahier dans ma paume les nuits dont je n'aime pas me souvenir. Tourner une page datée d'un mardi ordinaire, relire ces anciens mots à moi-même comme une écriture que je devais réfuter. Cela ne m'a jamais fait la haïr. Cela a juste fait en sorte que je ne confonde jamais sa voix avec la mienne. Ai-je à serrer ma main? Tu aurais pu le jeter ce soir après tout ça. Je pourrais maintenant, ai-je dit. Je pense que je n'en ai finalement plus besoin. Dehors, le vent du lac poussait une faible statique à travers la fenêtre entr'ouverte, et aucun de nous n'a parlé pendant un moment. J'ai pensé à toutes les nuits où ce cahier avait été la seule conversation honnête que j'avais eue avec quiconque, moi-même inclus. Étrange, porter la preuve de sa propre valeur pendant des années sans jamais la montrer à la seule personne qui aurait pu partager le poids de celle-ci. Mon téléphone a vibré une fois dans la poche de ma veste à un feu rouge sur Oak Street. J'y ai jeté un coup d'œil par habitude plus que par curiosité. Un SMS d'un numéro que je n'avais pas enregistré, bien que je l'ai reconnu instantanément. Titilio, je suis désolé pour ce soir, pour beaucoup de choses. Je l'ai regardé pendant un long moment, le feu toujours rouge, les essuie-glaces tictant une fois sur un pare-brise qui n'en avait pas besoin. Ai-je à jeter un coup d'œil, sans demander, juste présente. Tu n'es pas obligé de répondre à ça ce soir, a-t-elle dit doucement. Ou jamais si tu ne le veux pas. Je sais, ai-je dit. J'ai posé le téléphone face contre le porte-gobelet. Certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées. Vous pouvez simplement les laisser se fermer d'elles-mêmes par leur propre poids. Et c'est une réponse en soi. Nous n'avons pas dit grand-chose d'autre pendant le reste du trajet. Certains silences n'ont pas besoin d'être comblés. Ils sont déjà complets en eux-mêmes. Les lumières de la rue le long de Lakeshore Drive défilaient en longues traînées dorées. Et quelque part au-delà des bâtiments, je pouvais distinguer la ligne sombre du lac contre un ciel plus sombre. Chicago a une façon de paraître particulièrement honnête la nuit. Aucune prétention, juste l'eau, le vent et tout ce qui est vrai en dessous. J'ai roulé la fenêtre d'1 pouce, juste assez pour laisser entrer l'air froid du lac. Et quelque chose là-dedans a ressemblé à l'expiration d'un souffle que je retenais depuis une salle de bal située à 3000 derrière nous. Quand nous sommes entrés dans l'allée, la lumière du Porsche était allumée, de la façon dont Ash la laisse toujours, chaude et stable contre l'obscurité. Je suis resté dans la voiture une seconde de plus que nécessaire, juste pour m'en imprégner. La rue calme, la maison à l'intérieur de laquelle nous avions construit une vraie vie, ma femme attendant à mes côtés au lieu de marcher devant moi. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je dit, et je le pensais. Je pense que je vais vraiment bien. » À l'intérieur, je n'ai pas allumé les lumières tout de suite. Je suis resté dans le couloir un moment, écoutant la maison s'installer autour de moi, la fournaise se déclenchant quelque part en dessous. Les petits bruits ordinaires d'une vie qui n'avait plus rien à prouver à personne. Ash est allée mettre la bouilloire comme elle le fait la plupart des soirs, que nous ayons besoin de thé ou non. C'est moins à propos du thé et plus à propos du rituel. Les 10 minutes calmes debout ensemble dans la cuisine avant que la journée ne soit finalement autorisée à se terminer. Je me suis assis à la table de la cuisine, la même table en chêne usé que nous avions achetée d'occasion notre première année ensemble, celle avec une légère trace d'eau près du Borkesh dit toujours donner du caractère. Et j'ai pensé à Titilio debout dans cette salle de bal, le naufrage de sa soirée dispersé autour de ses talons. J'ai pensé à Corbin s'éloignant d'elle sans y penser à 2 fois. J'ai pensé à 8 ans de silence, de travail calme, de choix de ne pas m'expliquer auprès de quiconque avait déjà décidé qui j'étais. J'ai pensé aussi à l'homme que j'étais à cette même table quand elle se trouvait dans un appartement plus petit dans le South Side, faisant des calculs dans sa tête à 2 heures du matin, essayant de comprendre comment faire durer un seul salaire à travers les attentes de 2 personnes. Cet homme n'aurait pas cru à cette cuisine, à ce calme, à cette femme en face de lui. J'étais reconnaissant, assis là, de ne pas avoir eu besoin qu'il y croie.
J'avais juste besoin de continuer à me présenter pour cela. Un soir ordinaire à la fois, jusqu'à ce que cela devienne assez réel pour s'y asseoir. J'ai pensé au Porsche de ma grand-mère sur la 79e rue. La façon dont elle disait que la valeur d'un homme vit dans ce qu'il bâtit quand personne ne regarde. J'avais passé 8 ans à tester si c'était vrai. À moitié en espérant que ce ne le soit pas. Assis à cette table en chêne stable, je l'ai enfin cru jusqu'au bout. Plus comme un dicton, mais comme quelque chose de vécu. Esh a posé 2 tasses, s'est assise en face de moi, et ne m'a rien demandé d'autre cette nuit-là. Elle a juste laissé le calme s'asseoir là avec nous, confortable et sans hâte, comme le fait le bon calme entre 2 personnes qui ont déjà dit les parties qui comptaient. Assis là avec la lampe de cuisine fredonnant bas et les mains d'Esh enveloppées lâchement autour de sa tasse, j'ai compris quelque chose que la salle de bal ne verrait jamais. Tout le monde à ses retrouvailles se souviendrait des halètements, du visage de Titilio devenant pâle, tout le spectacle de cela. Mais rien de tout cela n'était en fait la partie qui comptait pour moi. Ce qui comptait, c'était ça. Une cuisine ordinaire et calme à la fin d'une soirée extraordinaire. Une femme en face de la table qui n'avait jamais eu besoin que je prouve quoi que ce soit pour gagner son amour, et assez de paix dans ma propre poitrine pour ne pas ressentir l'envie de rejouer une seule seconde de ce qui venait de se passer à 3000 au sud d'ici. J'étais simplement, enfin, à la maison. Mais il restait encore une conversation à avoir. Celle qui mettrait enfin les 8 dernières années au repos. Le lendemain matin, je me suis tenue sur le porche arrière avec une tasse de café, regardant vers les arbres à quelques pâtés de maisons qui descendent vers Grand Park. Le ciel faisant ce gris pâle et délavé que Chicago réussit si bien en octobre. Quelque part dans la rue, le chien d'un voisin a aboyé 2 fois après le facteur, puis s'est ravisé. Des bruits ordinaires, une matinée ordinaire, le genre que je prenais pour acquis avant de comprendre à quel point une matinée paisible est rare. Esh est sortie quelques minutes plus tard, enveloppée dans le vieux cardigan qu'elle refuse de jeter, peu importe combien de nouveaux je lui achète, et m'a tendu une 2e tasse, même si j'en avais déjà une refroidissant dans ma main. Elle dit toujours. Une tasse de café froide est juste un rappel de ralentir, pas une erreur à corriger. Elle est restée debout à côté de moi un moment avant de parler. Tu étais au courant pour l'aventure des années avant le divorce, a-t-elle dit doucement. Tu es resté quand même. Tu as continué d'essayer. Je l'ai fait, ai-je dit. Pourquoi? J'y ai pensé honnêtement avant de répondre. Parce que je croyais que si j'avais assez de succès, assez de patience, assez de silence, elle finirait par voir ce qu'elle avait. Je pensais que si je faisais mes preuves, elle finirait par me choisir comme je l'avais choisi. J'ai pris une gorgée lente de café, regardant la vapeur s'enrouler dans l'air froid. Mais quelque part en cours de route, j'ai arrêté d'avoir besoin qu'elle le voie. J'avais juste besoin de le voir moi-même. Esh m'a étudié un moment, comme elle le fait quand elle est sur le point de poser la vraie question sous la question. Là es-tu après tout? J'ai souri. Petit, mais réel. Le premier sourire facile que je pense m'être autorisé depuis la veille. Non. Ai-je dit, je lui ai pardonné il y a longtemps. Ce que je n'avais pas pardonné, pas avant la nuit dernière, c'était la version de moi-même qui croyait qu'il devait gagner le droit d'être aimé. L'homme debout sous la pluie devant ce centre de conférence, pensant que des chaussures trempées et un portefeuille vide étaient le prix de valoir quelque chose. J'ai secoué la tête lentement. Je ne dois plus de preuves à personne. Ni à elle, ni à cette salle de bal, ni même à moi-même. Esh a posé sa tête contre mon épaule, et nous sommes restés là un long moment, le café devenant tiède dans nos mains, regardant le vent bouger à travers les arbres vers Grand Park. La plus grande victoire de la veille n'avait pas été de regarder le monde de Titilio s'effondrer dans cette salle de bal. Ce n'était pas la révélation de la bourse, ni la fraude de Corbin voyant enfin le jour, ni même le moment où Esh est entré en portant cette robe bleu nuit et a fait tourner toutes les têtes dans la salle. La vraie victoire était plus calme que tout cela. C'était de se tenir sur mon propre porche arrière le lendemain matin, café en main, ma femme à mes côtés, enfin libre du besoin d'applaudissements de quiconque. Aucune salle de bal ne vous donne cela. Aucune confrontation, aucune révélation de bourse, aucune entrée parfaitement chronométrée dans une robe bleu nuit ne peut vous donner ce genre de paix. Vous devez la construire vous-même. Matin après matin ordinaire, longtemps après que quiconque regarde pour voir si vous le ferez. J'ai pensé au cahier toujours assis dans ce tiroir du bas. Et j'ai décidé, debout là dans l'air froid du matin, que je le laisserais enfin partir. Non pas par colère, non pas comme un geste symbolique pour que quiconque en soit témoin, mais tranquillement, comme j'avais fait la plupart des choses qui comptaient vraiment dans ma vie. Certains chapitres n'ont pas besoin d'une fermeture dramatique.
Ils ont juste besoin que vous arrêtiez de revenir en arrière pour les relire. Plus tard dans l'après-midi, j'ai appelé Esh pour la remercier correctement de m'avoir poussé à y aller. Tu savais, n'est-ce pas? Ai-je dit. Que quelque chose comme ça pourrait arriver. Je ne connaissais pas les détails, a-t-elle ri. Je savais juste que tu étais enfin prêt à arrêter de porter cela seul. Puis, plus doucement. Ta grand-mère aurait été fière de la façon dont tu as géré cette salle, Montréal. Calme comme une eau stagnante. Elle avait l'habitude de me dire que la patience n'était pas la même chose que de ne rien faire. Il m'a fallu environ 20 ans pour comprendre ce qu'elle voulait dire par là. La plupart d'entre nous prennent 20 ans pour comprendre les choses que nos grands-mères disaient en environ 10 secondes, a dit Esh. Et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. C'est juste comme ça que la sagesse fonctionne. Elle attend après toi. Je suis restée avec cela un moment après que nous ayons raccroché. Certains héritages ne sont pas de l'argent ou des terres. Certains sont simplement la façon dont une personne vous a appris à vous comporter quand toute la salle attend que vous brisiez. Cette histoire nous rappelle que la guérison réelle arrive rarement avec des feux d'artifice. Elle se présente sous forme de petits rituels délibérés qui mettent vos mains au travail avant que le chagrin ou le doute n'ait la chance de s'emballer. Si quelqu'un vous manque ce soir, sortez la tasse ébréchée que vous utilisiez tous les deux lors de ce road trip vers le Grand Canyon. Posez-la sur la table de la cuisine à 19h, écrivez 3 choses que vous aimez encore chez lui dans un cahier à spirale bleue de la pharmacie. Si les samedis matins ont semblé trop calmes depuis la retraite, invitez le plus jeune petit enfant et faites cuire quelque chose de simple dans le vieux bol Pyrex rouge de votre mère en utilisant le même rouleau à pâtisserie en bois qui a survécu à 3 cuisines. Si quelqu'un vous sous-estime à l'église ou autour d'une table de bridge, vous ne lui devez pas un mot de défense. Écrivez-le plutôt. Pliez la page en 2 et glissez-la dans le tiroir où vous gardez les anciennes cartes d'anniversaire. Preuve que vous avez remarqué et choisi de passer à autre chose de toute façon. La dignité à notre âge n'est pas un discours. C'est un mardi passé à entretenir votre jardin au lieu d'entretenir l'opinion de quelqu'un d'autre sur vous. C'est le balancement du Porsche choisi plutôt que l'argument. L'appel téléphonique à votre sœur choisie plutôt que l'envie de prouver un point à quelqu'un qui a pris sa décision à votre sujet il y a des années. Montréal n'a pas gagné cette nuit-là parce qu'il avait plus d'argent que son ex-femme ne le supposait. Il a gagné parce qu'il avait tranquillement construit une vie si stable qu'elle n'avait plus besoin de son approbation pour tenir debout. Ce genre de paix est disponible pour chacun d'entre nous, un petit rituel spécifique à la fois. L'âme de ces histoires vient de l'expérience humaine, de l'empathie et du courage. Liane a aidé qu'au raffinement linguistique afin que les leçons intemporelles de justice, de compassion et de résistance contre l'injustice puissent toucher et éduquer les spectateurs partout. Équipe de production, histoire et scénario par Queen Fun. Développement des personnages et conceptualisation visuelle par Chris Nguyen. Script vidéo et adaptation de scène par David Nguyen. Une équipe passionnée dédiée à donner vie à cette histoire.